Voilà de retour, les façons de nous rejoindre, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. Ça nous fait plaisir de pouvoir y répondre. Marc, on en a quand même quelques-unes, donc on va y aller immédiatement d'entrée de jeu. Il y a Robin qui regarde pour un Tacoma et Colorado. Donc, son choix s'est arrêté sur le Colorado parce que c'est une question d'argent, donc doit être un peu moins cher que le Tacoma, c'est ce que j'en déduis. Est-ce que le 2,5 est fiable pour faire 100 000 km? Mon Dieu, il va être à peine essoufflé. C'est ça, 100 000 km, la voiture est neuve, c'est même pas... tu sais, c'est parce qu'on a tendance à garder le chiffre 100 000 quand on était jeune. C'est psychologique. Pour moi, on parlait de 100 000 milles. Là, écoute, c'était fou, là, mais c'est 160 000 km, 100 000 milles. Hein? Alors, à 100 000 km, on est à peine au début de l'usure du véhicule. C'est même pas un problème. Et le moteur 2.5 est un moteur qui est relativement fiable. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là non plus. Le Colorado est un bon choix. J'avoue que moi, j'avais un faible pour le Tacoma. Mais c'est parce que j'ai eu l'occasion d'essayer les différentes versions du Tacoma, incluant les versions en route, là. En route. Alors ça, évidemment, c'est mon petit côté petit gars qui joue au Tonka. Dans le cas du Colorado, c'est un peu moins extrême, bien que là, on va avoir le ZR2. Le ZR2 qui va être quelque chose. Là, on va pouvoir aller s'amuser en route. Effectivement, on l'a vu au Salon de Los Angeles. Mais bref, c'est un excellent choix. Il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant du Colorado aussi, à mon sens, c'est quand on est dans l'habitacle, on a l'impression que c'est un peu plus spacieux, un peu plus large que dans le Tacoma, où on se sent un petit peu coincé. Mais ça vient avec la taille, le tour de taille, dans mon cas. Quel bon... je pense encore une fois qu'il est un petit peu cher parce que avec l'écart entre le Silverado et le Colorado, là, sur certaines versions, ça se croise, mais avoir arrivé avec un prix encore un peu plus agressif, cette dimension de camion-là, elle est parfaite pour à peu près 90 des gens. Mais ça, c'est le problème actuellement, c'est qu'on est vraiment... Les camionnettes dites compactes et les camionnettes dites grand format sont rendues presque pareilles de toute façon en termes de dimension ou à peu près. Ben oui. Compare la grandeur d'un Colorado par rapport à un Silverado, il y a une différence, mais elle n'est pas si énorme que ça. Quand on revient il y a quelques années, rappelle-toi la différence entre les Ford Ranger et les F-150. On avait l'impression que c'était le petit frère et le grand frère. Là, c'est plus ça du tout. Alors, tu as raison sur le prix. D'un autre côté, on en a beaucoup plus pour l'argent qu'on investit. C'est la raison pour laquelle Ford hésite d'importer ou d'arriver avec son nouveau Ranger. Là, on essaie de trouver une nouvelle façon de le fabriquer, etc. Donc, on devrait l'avoir d'ici peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, mais il est nettement plus beau qu'il l'était. Oui, c'est ça. On l'a bon, on l'a amélioré. Il n'est pas rendu encore. Alors, le Colorado est un excellent choix avec le 2.5, pas de problème. Bon, on va avoir des nouvelles. Il y a Yannick qui va avoir des nouvelles de toute une voiture. Avez-vous des nouvelles de la Supra? Les forces de moteur, si ça va être une traction intégrale, etc. On n'a pas de nouvelles du point de vue mécanique de la Supra. Cependant, ce matin même, il y avait des photos espions qui faisaient le tour du web où on nous montrait la voiture là, toute camouflée, mais elle est bien là, elle a l'air plus finie. À mon avis, ce ne sera pas un rouage intégral, ça va être une propulsion selon ce qu'on a pu voir. Mais évidemment, encore une fois, on est loin. Les spéculations sont aussi bonnes. Il n'y a pas de date de sortie. C'est quand? C'est Détroit, probablement, qu'on va voir la puis même version peut-être plus loin. À mon avis, moi, je pense qu'ils vont même attendre à Francfort l'an prochain. On n'est pas rendu là. Et il faut se rappeler que c'est une voiture Toyota, mais qui est faite en collaboration avec BMW. On sait que BMW aime beaucoup le salon de Francfort pour faire ses primeurs. On verra. Je ne serais pas étonné, moi, que ça attende encore. Écoute, de toute façon, dans le meilleur des mondes, c'est un modèle de 2018. Je me serais attendu à ce que ce soit une RCF transformée pour Toyota. Oui, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais comme je dis, on travaille avec BMW et on parle d'une voiture qui, selon les rumeurs, va tourner aux alentours de 110 000 On n'est pas dans la voiture abordable. On n'est pas dans l'ancienne Supra qu'on pouvait se payer quand on avait un petit peu de sous. Est-ce qu'on a placé un moteur à essence dans la i8? Ah, peut-être. non, mais... sur les photos espions, ça n'a pas rien à voir. On est vraiment plus proche, effectivement, je te dirais, de la RCF, mais en version un peu plus aérodynamique. En tout cas, allez voir, faites une recherche sur le web, vous allez en trouver partout. Il y en avait partout. Il y a probablement Benoît, qui est déçu de Audi, qui a copié BMW avec son Q5. Donc là, on parle de même écran ajouté dans le centre et même levier de vitesse électronique. Donc, on retrouve des similitudes ou des inspirations entre Audi et BMW.
Je suis allé voir, oui. Moi aussi, l'écran me déçoit un peu. Bien, en fait, c'est que c'est la nouvelle mode. Hein. Tout le monde ajoute des écrans de cette nature-là. On est là-dedans. On va voir Mercedes, il rajoute un écran en haut aussi. On est vraiment dans cette tendance-là. Est-ce que Audi a copié? Moi, je pense que Audi a tendance à avoir des cockpits beaucoup plus élaborés que ceux de BMW, à mon sens. Mieux fait. Le bloc instrument le fameux cockpit virtuel, là, qui est le bloc d'instruments en avant, c'est absolument génial. Ça se peut qu'il y ait des ressemblances, mais honnêtement, entre toi et moi, je suis plus déçu. Moi, je m'attendais à plus de changements du Q5, une motorisation complètement différente, alors qu'on est vraiment dans l'évolution plutôt que la révolution. À l'intérieur, ça a fait quand même un petit peu de bien, mais on a simplifié beaucoup la console centrale. Effectivement. Et effectivement, là, on dit à la BMW, mais ça peut être à la Mazda également. Donc, l'écran qui semble vraiment ajouté. Au moins, BMW est un peu intégré à la planche de base, ce qu'on n'a vraiment pas fait du côté de chez Audi. Puis ça fait vraiment pièce ajoutée. Mais regarde Mercedes. Bizarre. Mercedes avec l'écran en haut, la classe B, ces trucs-là, tu as l'impression que tu peux partir avec. En fait, j'ai une dame, moi, j'étais dans une salle de montre un jour et la dame pensait que c'était un iPad qu'elle pouvait enlever. Donc, madame, si vous l'arrachez, ça risque de coûter cher un peu. Là. Il y a 20 ans, au niveau design, jamais les designers auraient accepté une chose pareille parce qu'il fallait que tout soit intégré. Là, ça sort comme de nulle part. Alors, c'est un changement complètement différent. Subaru Impreza 2011, 130 000 km. Il y a certaines choses qui ont été faites, des vérifications qui ont été faites concernant la courroie de timing, donc la courroie d'entraînement, et le joint d'étanchéité du couvert de valve. On demande 8 000 pour cette voiture-là. Donc, si ces choses-là ont été faites, l'inspection moteur surtout a été bien faite. Je pense que c'est un choix qui est correct pour nous ici au Québec. Rouage intégral, on ne touche jamais à ça. Le reste des composantes, c'est bien. Alors, juste s'assurer qu'il n'y a rien côté motorisation. Puis, seul bémol, en fait, de cette Subaru-là, c'était la qualité des plastiques dans l'habitacle, qui était un peu douteuse. Mais pour le reste... Omniprésent. Oui, effectivement. Pour ne pas dire omniprésent. Oui. Pour le reste, c'est effectivement un véhicule qui, si mécaniquement est en forme, va vous durer des années. Là. OK. Autre question concernant un Honda CR-V. Encore du haut kilométrage. De plus en plus, je pense qu'on va voir ça, du haut kilométrage. Ça ne fait pas peur. Un 2008, 140 000 km. Et il veut l'acheter pour en faire 300 000 km. Est-ce que c'est OK? Donc, on veut faire un autre 140 150 000 km avec le véhicule. L'entretien. C'est aussi simple que ça, mais coût d'entretien de 140 000 à 300 000 km avec un CR-V, vous risquez d'avoir des coûts d'entretien. Vous allez en avoir de l'entretien, là, c'est sûr, il n'y a pas de miracle. Mais les coûts vont probablement être plus bas que certains autres modèles. Effectivement, c'est un véhicule qui, jusqu'à 200-250 000 en général, ne demande pas vraiment d'intervention majeure. Par la suite, c'est toujours, on lance 25 sous en l'air et on espère que ça va aller. Là. Mais jusqu'à transmission, 200... etc. Donc, transmission vous risquez d'avoir des des composantes qui sont assez importantes à changer. Exactement. Mais, à mon avis, vous allez faire un bon bout avec, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est la prochaine question. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on en parle. Okay. Si je ne me trompe pas, ça fait quand même assez longtemps, mais un Buick Lucerne 2009. Oui, monsieur. Alors, il dit que je dois transporter mes parents souvent à l'extérieur. Il y a 108 000 km. L'inspection révèle les freins arrière à faire et changement d'huile. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire sur ce véhicule-là. Puis, il n'y a comme pas grande composante électronique non plus, donc ça devrait aller. Hein? La Lucerne, en fait, c'est un véhicule qui était ancienne génération de Buick. Donc, au moment où on marchait encore avec les vieilles technologies, on n'était pas dans la nouveauté là, comme ce qu'on connaît actuellement. Alors, c'est un véhicule qui ne brise pas, qui est d'un ennui mortel à conduire comme étaient les anciens Buick. Vos parents vont être contents, vous peut-être un peu moins quand vous allez les conduire, mais pour le reste, c'est un véhicule qui offre sécurité, confort, de l'espace. De l'espace. Alors, il n'y a pas de problème. Valise à pu finir. Mais c'est ennuyant comme design, puis c'est ennuyant à conduire. Mais écoutez, quand ça nous mène du point A au point B sans problème, généralement, on aime bien que ce soit un peu ennuyant, mais fiable. Donc, je pense que c'est un bon choix. Et moi, je vous conseille peut-être 2 gravoles avant de partir avec ce véhicule-là. Parce que ça brasse un peu. Passager, c'est une autre affaire. Mais comme conducteur, vous êtes correct. Ça devrait aller. Alors, merci Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit mardi soir prochain, 21h30, pour un autre Virage. La Capitale Assurance Générale est fière de vous avoir présenté l'émission Virage.